Jérémy Haddad, bonjour. Bonjour Steve. Et Shabbat Shalom, merci d'être avec nous ce vendredi. Vous êtes le président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France et vous dirigez à ce titre L'éclaireur, une revue dont on apprécie la qualité tant sur le fond que sur la forme graphique. Le numéro 19 de l'éclaireur est ainsi sorti il y a quelques jours, quelques semaines peut-être maintenant. Et il est consacré aux enfants d'Abraham, entendez les juifs et les musulmans, Yitzhak et Ishmaël, schématiquement, à quelques semaines de Pessah. Et en cette période de début de Ramadan, c'était le moment de questionner cette relation, parfois ambiguë, Jérémy Haddad. Oui, c'est une question. Alors évidemment, les enfants d'Abraham, bon, c'est une petite allusion aux accords d'Abraham, aux fameux accords d'Abraham. On va en reparler tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on s'est posé la question de savoir quel thème on allait aborder, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui étaient fossilisés. Les relations entre les juifs et les musulmans, on a l'impression que c'est quelque chose de parfaitement figé, avec un affrontement civilisationnel entre les juifs d'un côté, Israël avec Israël, les problématiques entre les Israéliens, les Palestiniens, etc., etc. Et d'un autre côté, des affrontements aussi liés aux attentats islamistes. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que, d'abord, historiquement, c'était faux. Vous montrez qu'il y a des dynamiques historiques qui sont évolutives. Il y a des dynamiques historiques très différentes selon les périodes. Que d'un point de vue théologique également, le fait de dire il y a un affrontement civilisationnel existentiel entre Ishmaël et puis Yitzhak ou bien les Juifs derrière, c'est aussi faux. Et donc c'est ça qu'on a voulu un tout petit peu décanter. Et vous notez d'ailleurs dans votre éditorial que l'islam ne fait pas partie des 4 empires recensés par le prophète Daniel. Je crois que vous avez travaillé avec Sadine sur cette question-là aussi. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. À la différence de Rome, symbole du christianisme, vous vous en étonnez presque dans l'éditorial. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette interrogation ? Oui, alors une réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 4 empires qui sont évoqués chez Daniel, ce sont des sortes d'oppositions archétypiques, ou en tout cas d'environnements archétypiques dans lesquels les Juifs, le judaïsme devra vivre et auxquels il devra se confronter. Et c'est étonnant parce que c'est vrai que typiquement l'islam, c'est clairement une civilisation dans laquelle les Juifs ont vécu depuis de très très nombreuses années, quasiment depuis l'existence de l'islam. Même si sa naissance est postérieure sa naissance est à Rome. Évidemment postérieure à Rome, mais vous savez, le judaïsme se moque bien de cohérence historique, puisqu'on fait remonter l'islam à Ishmaël, qui évidemment existait bien avant le prophète Mahomet. Et malgré tout, en fait, Ishmaël ne figure pas parmi ces quatre empires. Et je crois qu'en réalité, la relation que les Juifs, en tout cas Israël, a avec Ishmaël, elle est finalement beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée que ce qu'on peut en dire. Et j'en veux pour preuve, alors ce qu'on trouve évidemment dans l'éclaireur, mais par exemple l'article de Julien Darmon, qui est le traducteur, sur le Rav Saks. Il y a aujourd'hui, on est peut-être aujourd'hui au XXIe siècle plus sensible à avoir une certaine écoute sur les relations entre le judaïsme et l'islam. Il y a un contre-récit biblique dont on parlera dans quelques instants. Rav Sadine, sur l'existence donc de ces 4 empires où ne figure pas donc. Je ne voudrais pas vous contredire, mais il figure. L'islam figure. Alors comment ? Mais alors, les commentateurs du Moyen Âge déjà le disent. La dernière empire, c'est une sorte de bête terrible. Elle a 3 cornes. Et les commentateurs nous disent que chaque corne correspond à une facette de l'islam. Il n'y aurait pas qu'un seul islam. Alors, peut-être que c'est le sunnite, le chiite. Je ne sais pas quel est le troisième. Il y en a sûrement d'autres. Peut-être les salafistes, je ne sais pas. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors peut-être j'ai une explication personnelle. Pourquoi est-ce que ça ne figure pas de façon explicite, mais simplement de façon allusive ? Parce qu'effectivement, la tradition nous dit que Ishmaël, le monde musulman, arabe, d'ailleurs ce n'est pas que musulman, Ishmaël représente aussi l'Extrême-Orient, une partie de l'Extrême-Orient, d'un point de vue archétype bien sûr, fera teshuva, contrairement à Ésaü, reviendra. Il y aura un accord. La grande paix qu'on attend depuis des années d'un point de vue politique est inscrite dans la prophétie thoraïque. Et elle s'incarne dans la Bible, dans la réconciliation entre les retrouvailles au moment de la mort d'Abraham. Absolument. On dit bien, la Torah dit bien qu'effectivement, lors de l'enterrement d'Abraham, Ishmaël et Yitzhak, et d'ailleurs, la Torah ne dit pas ça, elle dit Yitzhak d'abord et Ishmaël ensuite, sont présents à l'enterrement d'Abraham. Et les commentateurs disent pourquoi est-ce que Yitzhak est nommé en premier alors que finalement ce n'est pas l'aîné d'un point de vue chronologique. Précisément parce que Ishmaël, à ce moment-là, reconnaît la validité et la légitimité de l'existence d'Yitzhak. Juste une anecdote. Oui, je donne beaucoup de cours sur Internet. Qui sont les commentateurs beaucoup plus prolifiques que tous les autres? Ce sont des musulmans qui se reconnaissent véritablement énormément. Et ils me disent chaque fois, j'ai des centaines, peut-être des milliers, j'ai pas tout lu, mais de commentaires en disant mais c'est exactement ce que dit le Coran, l'islam. Et donc ils se retrouvent complètement dans un discours de Torah. Il y a des valeurs communes.
évidemment, puisque l'islam vient directement du judaïsme. Alors ce numéro de l'éclaireur, ce numéro 19 est évidemment l'occasion de relire les passages bibliques, on en a fait un petit peu ces dernières minutes, passages bibliques qui font le récit des vies d'Ishmaël puis d'Yitzhak. Karen Aleali rapporte notamment un très beau commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique que ce qui distingue les deux civilisations, si vous me permettez l'expression, c'est finalement le rapport au divin, à la providence, mais aussi une manière différente d'intégrer la matérialité, la sensualité même à notre expérience spirituelle. Un mot peut-être d'abord sur ce commentaire avant de parler du Rav Sasks. Oui, on dit plusieurs choses. D'abord, c'est que il y a une sorte de validité également à l'islam, c'est-à-dire que le judaïsme et la théologie juive voient beaucoup de qualités en réalité à l'islam. Ishmaël est béni. Voilà, Ishmaël est béni, c'est répété à plusieurs fois dans la Torah. Ishmaël, c'est un monothéisme. Un véritable monothéisme, c'est-à-dire que, et ça se traduit alariquement parlant, un juif n'a aucun problème à rentrer dans une mosquée, à prier dans une mosquée s'il en a envie. Donc ça. Ce qui n'est pas le cas, pour les sur l'église, c'est plus compliqué évidemment. Et donc très clairement, ça signifie aujourd'hui que et Manitou le disait bien. Manitou disait quand on regarde les jours saints de chacune des religions, pour l'islam c'est le vendredi, pour les juifs c'est le Shabbat et pour les chrétiens c'est le dimanche. Vendredi qui correspond au 6e jour de la création. Qui correspond au 6e jour de la création. En d'autres termes, le musulman est quelque part dans un monde figé, dans lequel il n'y a pas de place pour l'homme, puisque le 7e jour pour les juifs, c'est précisément le jour où Dieu s'est un tout petit peu retiré du monde et qu'il a laissé l'homme participer à la création. Et donc, d'une certaine façon, le musulman, c'est celui qui considère que l'ensemble du monde est empli par la divinité, que l'homme n'y a pas de place et que quelque part la proximité avec le divin, la soumission avec le divin est plus forte chez les musulmans qu'elle ne peut l'être chez les juifs. Et donc quelque part c'est aussi quelque chose duquel on va s'inspirer. Et elle le rappelle dans son article. Lorsque un juif met son talit, il va faire une bénédiction qui s'appelle Itatef Betitzit et d'un point de vue très très pratique, il faut le faire comme le font les Ishmaélites, c'est-à-dire s'envelopper comme les Arabes du désert s'enveloppent là-dedans. Alors ça a des aspects très très pratiques, mais ça a aussi un aspect métaphorique, c'est-à-dire que le musulman, l'arabe, c'est celui qui se soumet complètement à Dieu, ce que ne fait pas complètement le juif, parce que le juif, il lui reste toujours un petit jeu, une petite marge de manœuvre par rapport au divin, mais on voit bien ici... En référence d'ailleurs à l'expérience d'Abraham au moment avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Absolument, exactement, qui va évidemment, lui, discuter avec Dieu et ne va pas se soumettre complètement. Alors on peut également retrouver dans ce numéro une interview par Ilan Selom, qu'on salue par ailleurs s'il nous écoute, de l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Yehuda Lankri. Est-ce que les accords d'Abraham, au-delà de leur volet géostratégique, économique, peuvent également être le prélude à la mise en place d'un dialogue sans concession, mais possible, apaisé entre juifs et musulmans? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il rappelle qu'il est très preneur d'une typologie, en fait, entre les différents pays. Il dit, bon, il y a des pays avec lesquels il y a des conflits. Des pays dans lesquels il y avait des juifs, dans lesquels il y a des conflits territoriaux. Et avec ces pays-là, c'est peut-être ceux-là avec lesquels ça va être le plus compliqué. En revanche, vous avez des pays qui n'ont jamais eu de population juive, qui n'ont jamais eu de conflit avec Israël, comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc., avec lesquels il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de relations prolifiques. Et puis vous avez des pays qui n'ont pas eu de conflits territoriaux, mais qui ont eu une présence juive très importante, comme le Maroc, et avec lesquels, bien entendu, des échanges extrêmement fructueux basés sur cette mémoire historique peuvent se fonder. Donc on voit bien qu'il ne faut pas non plus prendre le monde arabe comme un tout global. Il y a des différences, il y a des distinctions, et en prenant appui sur ces distinctions, on est capable effectivement, enfin, en tout cas je pense qu'Israël serait capable de nouer des relations très fructueuses. Et on va justement poser la question au porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris qui est avec nous. Bonjour Simon Seroussi. Bonjour. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. D'abord sur ce point, sur la possibilité d'engager, de renforcer le dialogue entre Israël et le monde arabe, plus globalement entre juifs et musulmans. C'est cette période de début de Ramadan. Bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. On l'a vu ces dernières années avec les accords d'Abraham, avec aussi des accords avec d'autres pays musulmans. Je pense par exemple au Tchad, qui est un pays avec une certaine population arabe, mais pas entièrement arabe, avec lequel nous avons renoué. Il y a d'autres pays avec lesquels nous entretenons des relations plus ou moins souterraines. Et plus globalement, je pense que c'est important de rappeler que le peuple juif fait partie du Moyen-Orient, fait partie de cette région. Pendant longtemps, de nombreux gouvernements, de nombreux mouvements ont voulu
nous identifier à l'Occident, à une espèce de greffe occidentale qui s'était implantée au milieu du Moyen-Orient. Mais c'est faux. Le peuple juif est à sa place au Moyen-Orient. C'est un peuple de la région, comme les Kurdes, comme les Arabes, comme les Perses. Et tout doucement, ce nouveau paradigme est en train de se mettre en place. Et pour de nombreuses personnes dans la région, Israël et les Juifs sont de plus en plus acceptés. Alors c'est évident que c'est avec des remous importants qui sont liés à l'actualité, aux différentes tensions de la région. Justement, j'allais y venir, Simon Serroussi, avant d'évoquer le déplacement à Londres de Benjamin Netanyahu aujourd'hui. Est-ce que la crise politique actuelle, la crise importante qui secoue Israël depuis plusieurs semaines, peut avoir des conséquences diplomatiques, notamment sur ce rapprochement? On a pu lire que les Émirats Arabes Unis, par exemple, n'étaient pas forcément très satisfaits de ce qu'ils avaient pu entendre à Paris la semaine dernière de la bouche du ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Même sans rentrer dans les détails politiques sur lesquels vous ne pouvez pas forcément intervenir, mais sur les effets diplomatiques en tout cas. Est-ce que c'est un enjeu important? Écoutez, comme bien sûr que des relations qui ont été nouées récemment, qui font suite à des années sans lien et avec des tensions importantes, sont encore sensibles, sont encore fragiles et peuvent être influencées par certaines déclarations. C'est évident. Je pense qu'il faut se concentrer sur la base, sur le positif, qui est que d'importants échanges économiques ont lieu aujourd'hui. Des centaines de milliers de touristes israéliens se rendent aux Émirats et c'est quelque chose de très important et de solide, je pense, qui ne peut pas être brisé par une déclaration maladroite ou autre. Simon Serroussi, Benjamin Netanyahu est arrivé dans la matinée à Londres. Il a rencontré tout à l'heure le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Quels sont les enjeux de cette visite? On parle notamment de la question sécuritaire sur place, avec une coopération assez forte entre Londres et Jérusalem ces dernières années. Exactement. Il faut d'abord rappeler le rôle du Royaume-Uni dans la région Moyen-Orient. C'était la puissance coloniale pendant de nombreuses années. Londres a gardé des liens forts avec de nombreux pays de la région, la Jordanie, l'Égypte, les pays du Golfe. Et donc, que ce soit directement, ouvertement, d'un point de vue diplomatique ou en sous-main, Londres a un impact fort, a une influence forte dans la région, fait un travail dans la région, notamment aussi vis-à-vis de l'Iran, notamment sur le nucléaire, puisque Londres, enfin la Grande-Bretagne fait partie des représentants de la communauté internationale qui négocie avec l'Iran. Bien sûr, le Royaume-Uni a toujours été très ferme vis-à-vis de l'Iran. Nous aimerions qu'il le soit encore plus. C'est-à-dire ? Nous pensons que, comme nous le répétons en permanence, l'Iran est un danger vital, pas seulement pour Israël, pas seulement pour la région, mais pour le monde entier. Et les grandes puissances, les pays comme le Royaume-Uni, qui ont un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont un pouvoir militaire important, qui ont une influence diplomatique importante, doivent peser de tout leur poids afin de faire renoncer Téhéran à son programme nucléaire et à son influence régionale, et être extrêmement ferme, que ce soit par des sanctions, que ce soit d'un point de vue diplomatique, et donc nous appelons à une fermeté totale à tous les niveaux. Bien sûr, Londres et tous les autres pays européens avec lesquels nous discutons. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous restez avec nous. Je me tourne à présent vers le Rav Sadine qui est resté avec nous. Rav Sadine, vous êtes à Paris ces prochains jours, puisque vous organisez ce lundi à 20h l'édition 2023 du colloque de la pensée juive dans la cité, un colloque dont Radio G est partenaire et qui est organisé au CEJ, place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris. Le thème cette année est spiritualité, éthique et culture, et vous aurez autour de vous un très beau panel, on va en parler tout à l'heure. Avant de nous le présenter, un mot d'abord sur le sujet. Quels seront les grands enjeux? Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette édition 2023? De façon générale, on essaie de faire raisonner, ça veut dire de faire des confrontations des fois entre des façons de penser très très différentes et des optiques idéologiques et philosophiques radicalement opposées des fois. Là, vous tapez fort, je brise un peu le suspense. Vous aurez en face de vous Michel Onfray. Oui, il y aura Michel Onfray, qui est d'après moi un personnage intéressant, bien qu'il est très décrit, mais je pense qu'il a au moins l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'il pense, qui est déjà pas mal dans le monde, dans les intellectuels contemporains, et qui a d'ailleurs montré des
forme de compréhension pour Israël, qui est aussi assez rare pour les intellectuels de gauche. Et donc, on va discuter, effectivement, il vient de publier un livre sur Dieu. Donc avec le rabbin Michael Azoulay. Au début, c'était effectivement la culture, les passerelles entre l'inspiration poétique, artistique et le spirituel. Mais je crois que le débat va essentiellement tourner sur la question de Dieu et de la spiritualité. Donc autour du livre. Je crois que d'ailleurs la soirée commencera avec un débat autour du livre. Autour du livre, on va essayer d'élargir la question. Est-ce que la position athée est compatible avec l'inspiration artistique ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que... Et vous savez, moi, je dis très souvent, il y a des religieux avec des kippas qui sont beaucoup moins religieux que des gens qui sont dans les kibbutz et qui sacrifient leur vie pour autrui. C'est l'altruisme radical, l'inspiration poétique, la forme... L'idéalisme ? Pas que l'idéalisme, c'est déjà une idéologie. Je parle au niveau du psychisme et du cœur. Cette capacité de s'ouvrir à l'altérité radicale et de s'oublier un petit peu et de faire jaillir des conceptions et des créations. Elles sont pour moi l'expression du divin beaucoup plus forte que l'adhésion dogmatique de principes religieux. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va essayer de faire basculer Michel Onfray et de lui faire tu vois, parce qu'il serait possible qu'il... Non, je rigole. Il serait juif, puisque vous savez qu'il a découvert une ascendance juive. Jérémy Haddad à la fois sur le thème et sur la possibilité de faire entendre un certain message du judaïsme à Michel Onfray lundi prochain au CEJ. Oui, alors je vais pas me prononcer sur Michel Onfray. J'ai lu le bouquin qui est intéressant parce que je pense que parfois Michel Onfray aussi pousse les perceptions de Michael Azoulay dans ses retranchements. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant parce qu'il faut aussi entendre ce que dit Michel Onfray. Nous-mêmes, juifs, y compris religieux, on n'est pas exempt de toute critique. On peut être parfois un tout petit peu routinier dans notre façon de faire. Et je crois qu'il a parfois de bonnes objections. Et ça sera très intéressant. Auquel répond d'ailleurs le rabbin Azoulay de manière assez... Le dialogue, ils sont venus les deux il y a quelques mois ici à ce micro pour présenter leur livre. Il y a un dialogue qui est très franc, très riche d'ailleurs, un dialogue d'amitié. On n'a pas cité le grand rabbin de France qui sera également Chaim Corsia. Je voulais aussi remercier Joël Mergui, le président du consistoire qui nous a invités au Centre européen du judaïsme, et il y aura la présence aussi du grand rabbin de France et aussi d'Antoine Mercier, le modérateur. France 2, le modérateur, qui est plus que ça, qui participe de façon active au colloque. Alors, comment s'inscrire ? Il y a un site internet qui est dédié ou un... Oui, il y a un numéro de téléphone et surtout un lien du CEJ. Il faut s'inscrire parce qu'il y a déjà 200 inscriptions. Il y a 300 places, d'après moi, et très bientôt, il n'y aura plus de place. C'est effectivement une sorte de choc. Michel Onfray, avec des rabbins, une discussion, ça fait bien sûr... l'année dernière, on l'avait déjà fait avec Luc Ferry, je m'en souviens. L'ancien ministre de la Culture. Il y avait déjà énormément de monde, mais cette année, je crois qu'il y a encore plus de monde. Donc il faut absolument s'inscrire pour ceux qui veulent une place. Est-ce que vous pourriez prolonger l'idée, Rav Sadine, en organisant ce type d'événement en Israël, justement, avec des personnes... Vous l'avez déjà fait, d'accord ? En Israël. Il y a eu le Covid qui a bloqué, on devait en faire un en Israël, avec justement l'ambassadeur de France... en Israël, ça ne s'est pas fait à cause du Covid, et donc ça on va le faire. On va en faire un. Le projet, on en fait un tous les ans en France, c'est déjà organisé, et on voudra en faire un deuxième en Israël. Vous souffrez que le débat, vous considérez pardon que le débat en Israël souffre un peu d'une forme de déficience dans le dialogue entre religieux et non religieux, entre croyants et non croyants ? Complètement. Israël est un pays merveilleux, mais c'est un pays où on ne sait pas s'entendre. Ça veut dire que les gens ne se parlent pas et ne font que s'invectiver, aussi bien à gauche qu'à droite, d'ailleurs, religieux par religieux, et c'est une catastrophe au niveau d'un vrai dialogue, d'une vraie résonance qui n'existe pas. Tout le monde est sûr. Israël, c'est un pays de pionniers, où les gens ont une puissance, les gens ne sont pas apathiques. C'est merveilleux, il y a un dynamisme économique, culturel, religieux énorme. Mais est-ce que des lieux de dialogue existent ? Non, ou très peu. Ou des faux dialogues. C'est-à-dire que les vraies personnes qui sont engagées, il s'est passé une culture, ça va pas faire plaisir aux sionistes, du ghetto en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des mondes qui se sont structurés autour du projet de la société israélienne, ça marche très bien d'ailleurs, économiquement, un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que économiquement il y a une sorte effectivement d'unité, mais les religieux vivent entre religieux, les non-religieux entre un, et la gauche, la droite, c'est séparé. Le président Rivlin, l'ex-président, parlait de tribus, les tribus d'Israël. Oui, les tribus d'Israël, ça peut être bien parce que ça donne un dynamisme très fort, une identité très forte. Le monde religieux est en pleine croissance de façon extraordinaire, mais je pense qu'il est important. Il est important que nous faisons tous partie du même bateau, et surtout il y a quand je parle avec j'ai aussi un dialogue avec pour terminer avec des gens d'extrême gauche. Alors, en Israël, il y a une fraternité qui existe
parce que nous sommes dans le même bateau. Et ça, très souvent, j'ai une discussion plus intime avec des gauchistes israéliens qu'avec des religieux français. 10 secondes, on me dit qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, Simon Serossi de l'ambassade. Non, juste pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que c'est important en Israël aussi de faire une différence entre le politique et la société civile. Et je pense qu'au niveau des individus, il y a quand même beaucoup de lieux, beaucoup d'institutions où les communautés, les différentes communautés se côtoient. L'armée est le premier exemple. Alors les ultra-orthodoxes et les Arabes israéliens n'y sont pas, mais pour tout le reste de la société israélienne, des religieux aux laïcs, les Russes, les Éthiopiens se côtoient en permanence. Le monde du travail aussi, des lieux comme des hôpitaux où on voit une collaboration entre qui sont. Je propose qu'on organise un autre débat parce que je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire et que vous avez beaucoup de choses à vous dire et la radio est un lieu aussi, un espace pour partager. Il y a beaucoup d'orthodoxes qui font l'armée aussi. Je voulais en rajouter. Et certains orthodoxes qui font l'armée, bien sûr. Raphaël Saadine, merci beaucoup d'avoir été nous. Je rappelle donc ce colloque de pensée juive, de la pensée juive dans la cité lundi soir à partir de 20h au CEJ. Simon Serossi de l'ambassade, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous. Et Jérémy Haddad, merci également à vous. Vous êtes le président des EI. Je rappelle la sortie des enfants d'Abraham, le dernier numéro, le numéro 19 de la revue L'Éclaireur. Plein de choses disruptives dont on n'a pas forcément parlé, mais notamment avec le Rav Avigès à chaque numéro. Merci à vous trois. Shabbat shalom et à la prochaine. Shabbat shalom.